Et salut tout le monde, c'est Evan pour Bref le Mag. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo d'un article que j'ai écrit il y a un petit moment, l'article qui s'intitule Acheter un réflexe, oui, mais à quel prix, qui est un article qui parle un petit peu de la photo, mais de la photo en général, pas que de la photo réflexe, parce qu'il faut aussi que vous sachiez ce que vous achetiez, ce que vous allez acheter, pardon, et pourquoi est-ce que vous achetez ça en particulier. Alors cette vidéo est très longue, au moment où je suis en train de parler, vu que c'est du direct, je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer, mais elle va durer très longtemps. J'ai 89 plans différents à vous présenter. Voilà, donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez à boire, à manger, que vous n'avez pas besoin de partir, parce que si vous partez, je vous ferai la gueule. Alors, commençons tout de suite avec le chapitre 1, qui est la présentation des différents types d'appareils photo. On va commencer par les smartphones. Alors oui, les smartphones, parce que les smartphones sont quelque chose que nous utilisons quotidiennement, c'est toujours dans notre poche, et c'est bien connu, le vieux dicton de photo qui dit que le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a dans notre poche. Alors les smartphones adaptés à la photo, il y en a de plus en plus, les constructeurs s'en servant d'un instrument marketing. Comme smartphone idéal adapté à la photo, on peut citer le récent iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus, en particulier l'iPhone 6 Plus de par le fait qu'il possède une stabilisation optique. Le Samsung Galaxy S5 qui est très bien, mais il n'y a pas que ces deux-là, parce qu'il y a d'autres constructeurs. On peut aussi citer par exemple le Lumia 1020 ou le Lumia Icon, respectivement à 429 et 100 €, à peu près hein, au 20 octobre 2014. Alors, un smartphone, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est bien parce que ça vous permet d'avoir tout de suite sous la main une réactivité, de l'avoir dans la poche, de l'avoir toujours sur vous, mais c'est pas adapté. C'est-à-dire que même si un smartphone sera vendu comme un smartphone fait pour la photo, le capteur qui est à l'intérieur sera un capteur qui est pas terrible, et c'est ce qui fait que les photos de téléphone portable, toutes marques confondues, sont jamais vraiment bien détaillées, bien belles, surtout en basse lumière, et que ça n'équivaudra jamais à un appareil photo numérique. Passons à présent au compact. Alors là, on commence à parler de quelque chose en rapport avec la photo. Les compacts, alors il y en a un petit peu de toutes les sortes qui existent. On va commencer par les compacts standards, sans citer de modèles ou de marques autres que le Lumix que je vous présente en ce moment. Les compacts sont pas terribles en soi. C'est très bien parce que c'est pas cher. Les marques l'ont bien compris et d'ailleurs ils comptent sur les compacts pour concurrencer un petit peu le marché du smartphone, sauf que le compact, je dirais que c'est à la photo ce que les anges de la télé-réalité est à énergie 12, c'est-à-dire quelque chose de pas forcément terrible. À l'image de cette gamme de Nikon, dont le découpage et l'intégration est absolument dégueulasse, je m'en excuse, il existe des compacts colorés qui correspondent un petit peu à toutes les gammes, toutes les couleurs, tous les goûts, bref, il y a parfois des modèles qui sont sérigraphiés avec des petites fleurs, des petits machins. Bref, c'est pas terrible, c'est bien pour offrir à 100 € à votre enfant, à votre cousin, cousine, à quelqu'un que vous aimez pas, ou quelque chose comme ça. Mais, je vous vois tout de suite venir, hey, compact c'est de la merde! Eh ben non. Les compacts, en fait, peuvent être utilisés à des fins professionnelles ou à des fins sportives. Je pense par exemple au compact baroudeur, alors il en existe de plusieurs sortes, de plusieurs marques. La plupart d'entre eux sont vraiment sympas. Pour la simple et bonne raison que, comme on peut le voir sur cette image, autour du capteur, autour de l'objectif, il y a un rond avec des LED qui vous permet de photographier notamment en plongée sous-marine, la plupart de ces compacts baroudeurs étant étanches à 10 mètres, résistants au choc, intégrant un GPS pour la prise de haut vue, la géolocalisation de vos images, etc. Bref, ils résistent aussi aux températures extrêmes, extrêmes et pas invivables non plus, hein. Je veux dire, ils vont résister peut-être jusqu'à moins 20, moins 30 degrés, ou 50 degrés en température. Voilà, ils ont une gamme plus large de par leur construction que des appareils standards. Il y a aussi ce qu'on appelle les compacts experts, comme par exemple la gamme X100 de Fuji, donc X100, X100S, maintenant le tout dernier modèle, le X100T. Bien sûr, il existe d'autres marques, je ne peux pas tout vous citer à chaque fois. Le X100T, qui est un appareil dont je reviendrai dessus tout à l'heure, qui est un très bon appareil que j'utilise depuis 1 an quotidiennement, il est génial. Mais bon, après, les compacts ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le X100T ou le 100S, comme on voit sur l'image, dispose d'un capteur identique à celui d'un réflexe, mais les performances sont légèrement en retrait. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a aussi, pour les compacts toujours, qu'on pourrait citer le Pentax W3G GPR GPS, avec les noms toujours aussi compliqués, le Leica C, où vous payez selon moi plus la marge et la marque que l'appareil en lui-même, ainsi que le Panasonic FT5. Donc ça, c'est des boîtiers à la limite que je pourrais vous recommander. Ensuite, on va passer au bridge. Alors là, on commence à monter un petit peu en gamme. Le bridge, c'est entre le compact et le réflexe. Je veux dire, vous avez
quelques avantages du compact, tout en vous rapprochant un petit peu de la qualité d'image du réflexe. Je dis vous rapprocher, j'ai pas dit que c'était identique. Par exemple, le Stylus 1 d'Olympus, alors ces appareils ont un avantage d'être compacts, hein, même si c'est des hybrides, des bridges, pardon, ils sont compacts, ils sont légers, mais ils ont un objectif intégré qui est plus puissant et de meilleure qualité qu'un objectif de compact standard. Ils offrent aussi des modes de photo que les compacts n'offrent pas, des fois ils offrent des étanchéités, des petits modes en plus, bref après c'est selon les modèles. C'est sympa parce qu'il y a un grand zoom. Par exemple sur le modèle de l'Olympus Stylus 1 devant moi, il a un zoom 6,64, si je lis bien ce qu'il y a décrit sur l'objectif, qui vous permet d'avoir un extra grand angle et un petit zoom avec. Donc pour les photos, pour partir en voyage, tout ça c'est très bien et je vous recommanderais plus un bridge qu'un compact. Ensuite, nous avons les hybrides. Alors là, on parle de quelque chose d'intéressant, parce que le marché des hybrides est en train d'exploser en ce moment. Et pourquoi? Parce que les constructeurs l'ont bien compris et jouent en particulier sur le fait qu'un hybride puisse être aussi compact qu'un compact, tout en offrant une qualité d'image équivalente, voire supérieure, avec certains modèles à un réflexe. Alors là, par exemple, nous avons le Sony A7R. Alors, comme on peut le voir, il est vraiment tout petit. Ils ont la particularité, les hybrides, de pouvoir changer d'objectif, ce qu'un bridge ou un compact ne peut pas faire. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un téléobjectif, et si le constructeur évidemment en propose, vous pouvez l'enlever comme un réflexe et changer l'objectif. Voilà, c'est toujours un plus agréable, d'autant que les capteurs des hybrides sont souvent identiques aux capteurs de réflexe. Après le Sony A7R, on peut citer le tout récent Fujifilm X-T1, qui est une tuerie, franchement je l'adore, c'est un excellent boîtier. Dans la continuité du Fujifilm X-100T qu'on a vu tout à l'heure, ils disposent d'ailleurs du même capteur, mais leurs objectifs sont vraiment excellents. Et maintenant, on va passer à quelque chose qui nous intéresse un peu plus et qui vous intéresse peut-être vous, mesdames et messieurs qui regardez cette vidéo, les réflexes. Alors les réflexes, il en existe de toutes les gammes, toutes les couleurs, toutes les formes, tous les designs. Citons principalement Canon et Nikon sur les leaders du marché mondial. Ici, nous avons le Canon EOS 60D. Alors les réflexes, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter le tout dernier modèle qui sort. Parfois, de vieux réflexes numériques, pas trop vieux non plus, mais je veux dire un réflexe qui a 3 ou 4, 5 ans, peut être excellent, et vraiment. Hein. Alors, les entrées de gamme sont souvent réduites au niveau des possibilités, des options, et de toute façon, elles se reconnaissent très facilement, même si on n'y connaît rien. Là, le 60D qui est une entrée de gamme Canon, et là, le D4S de Nikon. Vous voyez déjà, ça n'a pas la même tête. Le D4S vaut 6 000 €, le 60D, je ne sais pas combien il vaut, je dirais peut-être 400 €. Faudrait regarder les prix, hein, mais il vaut pas très très cher. Ce qui va changer, je vous en parlerai dessus tout à l'heure entre les amateurs et les professionnels, c'est la qualité d'image, la qualité de construction, etc. Mais si vous voulez un très bon appareil photo, je dirais même un excellent appareil photo polyvalent, il vous faudra obligatoirement un réflexe. Parce que même le plus bas de gamme des réflexes, de par sa construction et son capteur, sera toujours mieux que le plus haut de gamme des bridges ou des compacts. Voilà. Nous passons ensuite, à quelque chose de très très cher. Les dos numériques moyen format. Alors, ils sont de plusieurs marques à dominer le marché. Citons les trois principaux, Hasselblad, Mamiya et Phase One, et c'est d'ailleurs quasiment les seuls. Pentax les a récemment rejoints avec leur 645Z, et je crois qu'ils ont sorti également un 645D. La modique somme d'un Hasselblad, d'un Mamiya ou d'un Phase One, 30 000 €, je dirais à peu près. Sachant que leur construction ressemble à ceci, vous avez un objectif, un boîtier, et ce qu'on appelle le dos numérique, et c'est ça qui coûte extrêmement cher. Le dos numérique à lui tout seul, en entrée de gamme chez Hasselblad, il est à 10 000 €. Voilà, c'est juste le carré qu'on voit tout au fond à droite. Chez Phase One, ils en ont sorti un. Quand j'ai reçu le mail, j'ai dit tiens, il a pas l'air mal, et j'ai regardé le prix, il était à 34 999 €. Voilà, pour ne pas dire 35 000 €. Alors c'est extrêmement cher, leur usage, il n'est pas fait pour tout. Je veux dire, vous prenez un Phase One, vous voyez celui-là, il est très très beau, il est très très cher, c'est Hasselblad, vous partez avec faire un reportage, un mariage ou quelque chose, vous aurez énormément de mal à le faire. Pourquoi? Parce que de toute façon ça se voit, c'est très imposant, c'est très lourd, et ça n'a pas les performances d'un réflexe. La qualité d'image est ce qu'il se fait de mieux en numérique au monde, c'est d'ailleurs un Hasselblad, je crois un 503 CW, si je ne dis pas de bêtises, spécialement conçu, qui avait été emmené par les astronautes sur la Lune en 67. J'ai pas révisé mon histoire, mais c'était ça. Bref, pour vous dire que c'est quand même une marque réputée, qui a fait ses preuves et qui est très ancienne. Toutefois, je la réserve à un usage studio
uniquement, là aussi au passage, hein, j'ai un découpage dégueulasse, vous avez dû le voir, excusez-moi, je le réserve donc uniquement à un usage studio, un usage publicitaire, sauf avec le Pentax 645Z qui est vendu à peu près 8 000 € au boîtier nu, sans objectif, qui lui est un moyen format, mais qui offre des performances similaires à celui d'un réflexe. Voilà, je pense que là on a fait le tour pour les appareils. Il va nous rester évidemment les satellites pour photographier des paysages et vos photos de vacances, mais à moins d'avoir un satellite comme Hubble avec une liaison directe dans son jardin, ça ne vous servira pas à grand chose. Nous allons donc attaquer le chapitre 2, les différentes marques et leur gamme. Alors, les marques Nikon, Canon, Fujifilm, Sony, Olympus, Pentax, Leica, Hasselblad, Mamiya et Phase One. Elles sont très nombreuses à se disputer le marché de la photo numérique et argentique. Il y a toujours un très léger marché dessus, même si le numérique est largement pris le pas depuis une quinzaine d'années, facile. Citons, on va en citer que trois. Je vais commencer par Nikon. J'ai divisé les gammes, donc vous retrouverez l'intégralité de mes notes sur la version texte de mon article dont le lien est dans la description de la vidéo. Si vous cherchez un boîtier Nikon, vous avez dans les derniers modèles sortis, dans la gamme amateur, le D3300 étant l'entrée de gamme, le D5300, le D7100 et le D610. Ceux qui sont habitués à la photo se demanderont peut-être pourquoi j'ai mis le D610 dans la catégorie amateur et pas professionnel. Bien parce que selon moi, bien que le D610 étant un appareil plein format, il n'a pas sa place pour moi dans la catégorie professionnelle au vu de ses performances. Ensuite, au niveau côté professionnel, on a le D4S, fleuron de la marque Nikon, le DF, le D810 et le D750. Chez Canon, on va avoir le 60D, 70D, 7D, 6D. Il y a beaucoup de D, hein, comme vous avez pu le voir, pareil chez Nikon. Hein, je sais pas, c'est ce fétichisme du D chez les appareils photo, les constructeurs, je ne cherche pas. Bref, donc le 60D, 70D, 7D, 6D, et chez les professionnels, le célèbre 5D Mark III, le 1DX et le 1DC. Bien sûr, il existe bien d'autres appareils pour chacune de ces deux marques. Je n'ai cité que les modèles actuellement sur le marché et se vendant correctement. Il y a également les Fujifilm, et eux c'est des fétichistes du X, je ne sais pas si c'est spécialement mieux, mais au moins ça change du D. Le XA1, XM1, X2, X Pro 1 et XT1. Alors pour comprendre à quoi correspondent tous ces D, ces X et ces gammes, pareil, l'article détaille au complet la lecture de ces différentes gammes de marques. Passons maintenant au chapitre 3, comment bien choisir son appareil photo. C'est d'ailleurs probablement le point le plus compliqué parce que tous les appareils photo ne sont pas pour tous les usages. Je ne citerai par exemple le Nikon D810, qui est un appareil récent et parfaitement adapté à un usage vidéo. Nikon est, alors ce n'est pas un troll, hein, ils sont vraiment légèrement en retrait comparé à Canon sur le plan de la vidéo. Après, on ne peut pas se permettre de comparer d'un point de vue photo les deux marques, et ceci étant similaire, mais d'un point de vue vidéo, si vous êtes chez Nikon, je vous recommande le D810 qui est excellent. Vendu à peu près 2800 €, c'est un boîtier qui a un capteur de 36 millions de pixels, je crois, donc il a des images très lourdes, je crois que c'est 40 émo par photo. Oui, par photo. Alors je vous laisse imaginer si vous voulez faire un reportage avec ça, ou couvrir un mariage, un concert, un festival, mais déjà il faut une carte SD de taré, il faut un disque dur de porc, mais laissez tomber. Le D810, très intéressant en paysage et en studio, selon moi, dans une catégorie photo. Bien sûr, il y a la vidéo avec. Il y a également le Nikon D3S. Alors je vais rester chez Nikon parce que je ne vais pas m'étaler sur toutes les gammes de toutes les marques. Mais le Nikon D3S qui est un vieux boîtier dans le monde de la photo, hein, parce qu'il a été remplacé depuis par le D4 et ensuite le D4S. Le D3S qui était autrefois le fleuron de gamme de Nikon vers les années 2008, il a toujours d'ailleurs une qualité d'image incroyable, une très haute sensibilité en ISO, ce qui lui permet de photographier en basse lumière avec de très bonnes qualités d'image, mais il est vendu beaucoup moins cher, 3 fois moins cher que le haut de gamme actuel de Nikon. Alors la raison est simple, la technologie utilisée n'est pas la même, c'est sûr que le D4S est largement supérieur techniquement au D3S, mais ça ne veut pas dire que le D3S est très mauvais. D'occasion, vous pouvez actuellement le trouver, ou même neuf chez certains revendeurs, aux environs de 2000 €. Et selon moi, si vous voulez vous mettre à la photo, plutôt que de prendre un D810 qui est à 2800 €, qui comprend le NEC Plus Ultra et le dernier cri de la technologie Nikon, je vous recommanderais très fortement de prendre ce boîtier Nikon, qui, même s'il encaisse quelques années, est toujours aussi bon. Et maintenant, je reviens sur la gamme Fujifilm avec le X100S. Tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit que j'en utilisais un depuis un an. Pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant? Parce que bien qu'il ne soit pas un réflexe, dans la mesure où on ne peut pas changer l'objectif, on peut lui visser des compléments optiques, mais ça c'est pas vraiment le plus important. Ce qui est important, c'est sa qualité d'image qui est exactement
équivalente à celle d'un réflexe, et ce bien que ce soit un compact. Son prix, environ 1000 €, bien qu'il ait un petit peu baissé dans la mesure où maintenant le X100T existe. C'est un boîtier qui est excellent, avec lequel j'ai fait de très nombreux reportages, et d'ailleurs je vous ai réservé quelques planches pour que vous puissiez voir un petit peu mon travail et la qualité d'image d'un X100S. D'ailleurs, le D3S vendu 2000 €, D4S 6000 €, X100S 1000 €. Voilà, déjà vous voyez la gamme de prix, hein, c'est pas du tout la même. Pourtant avec le X100S, qui sont, comment dire, en fait les puristes vous diront « Ah c'est de la merde !» Parce que en fait eux ils vont jurer que par le réflexe. Toute leur vie ils ont eu un réflexe dans les mains, ils sont nés avec un réflexe dans la bouche, ou alors on leur a condensé l'esprit pour faire croire que le réflexe était ce qu'il y a de mieux. C'est vrai, mais pas que. En effet, les compacts comme le X100S sont excellents. Leur principal défaut, ça va être la mise au point qui n'est pas aussi rapide parce que le système ne fonctionne pas pareil qu'un réflexe. Mais vous voyez qu'avec ce petit machin, j'ai réalisé par exemple un reportage entier sur les émeutes de Nantes du 22 février. Alors voilà, il y a celle-ci, si vous êtes nantais, là c'est à Hôtel-Dieu, pas très loin de la place du commerce qui avait été assiégée, littéralement. Les pelouses d'Hôtel-Dieu, toute la fumée c'est des lacrymogènes, pas de traitement, c'est un contre-jour naturel. Une rue au niveau d'Hôtel-Dieu, vous voyez toute la fumée lacrymogène. Cette photo est techniquement compliquée à réaliser, surtout avec un compact ou un appareil de type X100S parce que l'autofocus patine et la mise au point manuelle n'est pas ce qu'il y a de plus agréable à utiliser. Donc la mise au point a été réalisée sur le petit bonhomme qui est devant avec un masque à gaz, mais le fait qu'il y ait de la fumée dans tous les sens, c'est extrêmement compliqué pour ces appareils-là, ce qui les place, comme je viens de vous le dire, légèrement en retrait des réflexes sur ce plan-là. Toujours sur les émeutes de Nantes, il y a également des portraits, voilà, il s'en sort extrêmement bien, et comme vous pouvez le voir, il a un 35 mm intégré qui ouvre à f2 qui est excellent. Voilà, d'autres portraits. Il est compatible, bien que ce soit un compact, compatible avec tous les flashs de studio que vous pouvez utiliser. Vous pouvez très bien utiliser des flashs déportés, des systèmes infrarouges, des systèmes radio, etc. Il n'y aura aucun problème d'utilisation. Utilisé en extérieur, il ne m'a jamais posé de problème, que ce soit de jour comme de nuit. L'utilisation en concert, comme ici dans la salle du Zinor sur Montaigu pour laquelle je suis photographe depuis 2 ans, franchement c'est top. Là je suis à 6400 ISO. Alors sur une vidéo on ne se rend pas forcément compte, je vous mets le lien dans la description de mon site pour que vous puissiez voir vite fait ce qu'il rend en image, mais il est excellent. Le Hellfest, pour lequel j'étais photographe officiel pour cette année, j'ai tout couvert uniquement avec le X100S, ce qui n'a pas manqué de faire venir les critiques et les moqueries de certains photographes qui, eux, photographiaient avec des D4S à 6000 €, des 5D Mark III à 2500 €, etc., etc. Ça m'a pas empêché de réaliser des photos très très sympas du Hellfest 2014. Voilà, toujours le Hellfest, vous pouvez faire des poses longues, etc. Des paysages, voilà, hein, il s'en sort très très bien. Vous voyez, de nuit, il était minuit à peu près, minuit, 1h du matin. Voilà. Donc le X100S, bien que étant un compact, n'est pas à reclasser dans la catégorie des mauvais boîtiers. C'est-à-dire qu'un réflexe, c'est bien, mais des compacts, c'est bien aussi. Maintenant, le chapitre 4, avec la différence entre un boîtier pro et amateur, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, la plus grosse différence, alors là, je triche un petit peu, c'est le capteur. Alors quand je vous dis que je triche, je vous explique pourquoi. Vous voyez les 2 rectangles gris au milieu de l'image, au milieu du rond plutôt, en fait c'est un miroir, mais le capteur qui est derrière ce miroir fait quasiment la même taille, ou la même taille d'ailleurs, hein, ça se joue peut-être 1 ou 2 mm. Le capteur, plus il est grand, plus belle en fait sera la qualité d'image, ce qui explique aussi pourquoi les dos numériques dont je vous ai parlé tout à l'heure pouvaient être vendus 35 000 €, parce que les dos numériques sont 2 ou 3 fois plus grands que les capteurs de réflexe professionnels. Ce qui explique voilà, la différence de 30 000 € entre les deux. Alors, les capteurs APS-C, vous me direz « Eh, pourquoi ça existe ?» Eh bien parce que c'est moins cher à produire et ça permet de créer des réflexes d'entrée de gamme, de milieu de gamme ou haut de gamme APS-C. À droite, le plein format qui s'appelle aussi FF pour full frame. Si vous avez un réflexe argentique, ça sera un réflexe full frame, parce qu'à l'époque, l'APS-C n'existait pas pour les argentiques. Il y a également, voilà, cette différence entre l'APS-C et le full frame. Vous voyez, enfin je fais un signe avec mon doigt, je suis con parce que vous ne le voyez pas, cette différence de taille joue aussi sur la façon dont vous regardez dans votre viseur. Avec un APS-C, vous faites ce qu'on appelle un crop, vous découpez dans l'image, et vous voyez le cadre rouge, donc c'est une photo que j'ai prise pareil aux émeutes de Nantes, le cadre rouge simule ce qu'on pourrait avoir avec un APS-C, et la photo entière ce qu'on pourrait avoir avec un plein format. Alors, les détails techniques sont dans la description de mon site, d'autant que là c'est un montage parce que cette photo a été réalisée avec un APS-C, c'est juste pour vous montrer qu'entre les deux, il y a une différence de cadrage.
Donc je vous redirige encore une fois vers mon site pour bien tout comprendre. Il y a également ce qu'on appelle la tropicalisation, les joints d'étanchéité. C'est ce qui va permettre à un boîtier de résister à la pluie, au vent, à la poussière, au sable, etc. D'ailleurs, je vous recommande de faire très attention au sable. C'est mortel pour les appareils photo, en particulier pour les téléobjectifs. Je reviendrai dessus plus tard, tout à l'heure. Donc, les joints d'étanchéité se retrouvent un petit peu partout sur le boîtier et ils permettent d'éviter justement les infiltrations dans le boîtier et de toucher les composants. Il y a également à prendre en compte dans la qualité du capteur les ISO, ou plutôt les ISO, ISO. Mais je dis les ISO parce que les ISO c'est plus marrant, et enfin bref on s'en fout. Les ISO, donc c'est la qualité d'image en basse lumière. À l'époque de l'argentique, on avait des pellicules donc de 100 ISO, 200, 400, 1600, 3200 ISO. Ça donnait ce qu'on appelait un grain. En fait, c'était des petits points de grains de... Enfin, c'est compliqué. Référez-vous à mon article pour ça. Mais c'est pour vous dire que plus vous montez haut dans les chiffres, plus vous dégradez votre image. Là, vous voyez à 1600 ISO en haut à gauche, j'ai une image qui est plutôt propre. Et en bas à droite, 25600 ISO, j'ai une image qui est absolument dégueulasse. Ça ne veut pas dire que 25600 ISO c'est dégueulasse et 1600 ISO c'est propre. Ça veut dire qu'avec l'appareil utilisé, c'est propre et c'est dégueulasse. Ce qui justifie justement le prix d'un réflexe, c'est aussi sa capacité à monter dans de très hautes sensibilités ISO. Le D4S de Nikon à 6000 boules, il monte à 409 600 ISO, je crois. Alors que le D3S, qui est maintenant à 2000 €, il va jusqu'à 102 400 ISO, je crois. À peu près, hein, à 200 ISO près. Les boîtiers amateurs vont entre 200 et 25 600 ISO pour la plupart. Les boîtiers, ce qu'on va appeler haut de gamme amateurs, iront jusqu'à 51 200 ISO. Mais c'est très peu recommandé de monter la valeur parce que dans tous les cas, le boîtier aura du mal à gérer de très très fortes valeurs. Nous attaquons à présent le chapitre 6, les différents types d'objectifs qui existent, parce que c'est aussi important d'avoir un bon objectif que d'avoir un bon boîtier, voire même plus d'avoir un bon objectif. Il y a ce qu'on appelle les focales fixes, c'est-à-dire qu'une fois mis sur le boîtier, vous pouvez ni zoomer, ni dézoomer. C'est ce qui équipe le X100S par exemple. Là, nous avons l'image de 50 mm f1.8. Alors vous me direz, à quoi ça sert? Parce que c'est vrai que c'est un inconvénient de ne pas pouvoir faire de zoom ou de dézoom. Eh bien en fait, l'intérêt de ces objectifs, c'est d'avoir souvent des ouvertures, je reviendrai dessus plus tard, des ouvertures qui nous permettront d'avoir une meilleure qualité d'image grâce à plus de lumière qui pourra rentrer, mais aussi une meilleure construction et une meilleure solidité. Nous avons les ultra grand angles, UGA pour ultra grand angle. Là par exemple, nous avons un Samyang 10 mm qui ouvre à f2.8. La marque Samyang fait énormément d'objectifs de tous les types, du téléobjectif à l'ultra grand angle en passant par le standard. Toutefois, ils ne sont pas motorisés, c'est-à-dire que vous n'avez pas de mise au point automatique, il faut tout faire à la main. C'est contraignant, mais sur certains types d'objectifs, comme un ultra grand angle, c'est pas trop gênant. Les ultra grand angles vont nous permettre d'avoir un très grand angle, en fait, comme leur nom l'indique, un très grand angle de vision, et est très utile pour les reportages ou les paysages. Après ceci, nous allons avoir les téléobjectifs avec le très célèbre 70-200 f2.8. Toutes les marques en ont un, Nikon, Canon, évidemment, Tamron en a un, Sigma en a un, pas Samyang, Samyang ils en ont pas, mais Sigma en a un. Ça vous fait déjà 4 modèles de 70-200 qui existent. Le prix est plus ou moins le même, à 200 ou 300 € près. Les performances sont plus ou moins les mêmes. Dans tous les cas, ça reste d'excellents objectifs. Et si vous allez voir un photographe professionnel, vous avez 9 chances sur 10 de le voir avec un objectif comme ça, dans son sac. Après ceci, nous avons quelque chose de beaucoup plus spécifique. Nous avons ce que nous appelons les objectifs à décentrement. Alors ils nous permettent, avec le système de vis qui est dessus, de faire basculer la lentille de l'objectif vis-à-vis de votre appareil. Ce qui vous permet, tout en respectant la loi de Cheng-Flu, voilà, qui ressemble à ça, je reviendrai juste après dessus, qui vous permet d'avoir un plan d'honnêteté total sur votre surface. C'est très utile, notamment en photo d'architecture ou en publicité. Publicité un petit peu moins, hein, mais c'est dans ce cadre-là qu'on va l'utiliser. J'ai encore jamais vu de photographe de concert ou de portraitiste utiliser ce type d'objectif. Leur coût est aussi assez élevé, entre 900 et 1700 € selon les modèles et les marques, et leur usage est en plus très spécifique, ce qui explique qu'ils ne sont pas très connus. Alors la loi de Cheng-Flu, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très compliqué, donc déjà je remercie Wikipédia de m'avoir évité d'avoir à faire un schéma. Vous voyez les vis qui sont là, on note au-dessus la vis ronde du milieu qu'il y a comme une coupure sur l'objectif. C'est en effet à cet endroit-là que l'objectif va basculer. La loi de Cheng-Flu, pour être très résumé et très bref,
Ça nous permet en fait de garder un plan de netteté pour peu que toutes les lignes se croisent, les lignes rouges, vertes et bleues sur l'image. Voilà, pour plus d'informations, le site, etc., vous connaissez la petite histoire. Maintenant, le chapitre 6.5, ou le chapitre 6 bis, la photo en théorie et technique. Donc toujours dans la continuité des objectifs. Tout à l'heure, je vous ai parlé des ouvertures, notamment sur le 50 mm qui était une focale fixe. Au passage, je m'excuse, je vais très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je vous laisserai regarder la vidéo à nouveau par la suite. Ici, nous avons ce qu'on appelle le diaphragme. C'est toutes les petites lamelles qui sont dedans. Les fans de Stargate reconnaîtront l'iris de la porte des étoiles. Pourtant, ça n'a plus ou moins rien à voir. Enfin, du moins, l'usage n'est pas le même. Ces lamelles, en se refermant, vont faire rentrer plus ou moins de lumière dans votre appareil. À l'époque des argentiques, il y avait une bague sur votre objectif qui vous permettait de contrôler mécaniquement votre diaphragme. Maintenant que ce sont des objectifs numériques, il faut passer par le boîtier et tout est électronique, sauf avec certaines marques comme Fujifilm par exemple. Alors l'intérêt d'avoir un objectif qui a une très grande ouverture, c'est ça. Donc c'est très schématique, hein. Le f1, vous voyez la taille du rond à gauche qui est très large, vous vous doutez qu'avec une ouverture aussi grande, beaucoup plus de lumière va rentrer qu'à f32 tout en bas à droite. Alors vous me direz, quoi ça sert? Alors c'est très compliqué en soi, mais c'est aussi très simple. Plus vous avez de lumière qui rentre dans votre appareil, moins vous avez besoin d'augmenter votre sensibilité ISO. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la qualité d'image qui diminue. Parce que les ISO vont nous servir, si on a peu de lumière, on va les augmenter. Du coup, on va pouvoir photographier quelque chose de lumineux, mais d'abîmé. Alors que si on a un objectif qui a une très grande ouverture, comme f2.8, f2 ou en dessous, f1.4, f1, f1.2, etc., vous n'aurez pas besoin de faire monter hautement vos ISO dans la mesure où suffisamment de lumière rentrera dans votre appareil. Voilà. C'est un petit peu technique, mais après c'est le principe de base en fait de la physique. Voilà. Nous avons aussi cet aspect-là qui permet d'avoir des flous, ce qu'on appelle le bokeh, le flou d'arrière-plan. Et c'est pour ça qu'avec un smartphone, vous n'aurez jamais un tel flou. La raison est simple, votre lentille est collée au capteur. En fait, il y a le tirage qui rentre en compte, c'est-à-dire l'endroit où se trouve le capteur vis-à-vis de votre objectif, vis-à-vis de vos lentilles. Plus il est éloigné, plus il y a un flou, et plus l'ouverture est grande, plus c'est flou. Par exemple, cette image-là, je pense qu'elle a été réalisée au 85 mm f1.4. Pourquoi f1.4? Parce qu'on voit, je suis encore en train de faire des signes avec mon doigt, je suis vraiment stupide, on voit que le visage de la fille, sur le coin, il est flou. On voit ses mèches de cheveux qui sont floues, on voit le bout de son œil qui est flou, alors que le premier plan est net. Ça veut dire que la profondeur de champ est très courte, et c'est ce qu'on retrouve ici. Si vous photographiez à f32, peu de lumière va rentrer, mais vous aurez une zone de netteté qui sera beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'en photo de paysage, vous aurez l'arbre qui est juste devant vous qui sera net, et l'arbre qui est à l'autre bout de la forêt qui sera net lui aussi. Alors que si vous photographiez à f1.4 par exemple, l'arbre qui est devant vous sera net, et l'arbre qui sera 5 mètres derrière sera flou. Il sera flou comme ici. Je vous montre d'autres exemples. Vous voyez cet arrière-plan flou, et c'est caractéristique aussi des boîtiers professionnels ou des boîtiers réflexes. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, les compacts, tout à l'heure, ont une construction très rudimentaire. Les smartphones n'ont pas la possibilité d'avoir ce flou d'arrière-plan, et dans la mesure où les compacts ou les hybrides sont plus ou moins fabriqués de la même façon, ils ne sont pas conçus pour avoir de si beaux arrière-plans, sauf avec certains modèles d'hybrides qui ont des objectifs absolument fous avec du 200 mm, etc., etc. Les pleins formats, souvenez-vous, tout à l'heure je vous ai parlé de l'APS-C et du plein format, les pleins formats ont, vu qu'ils ont un capteur plus grand, un degré de flou plus important. Donc ça donne des arrière-plans plus doux, plus crémeux, comme on dit, plus jolis. Il y a également à prendre en compte avec les objectifs la focale, donc 24 mm par exemple, 35, 50, 70, etc. En fonction de l'objectif que vous utilisez, vous déformez ce que vous voyez. Par exemple, un portrait de la même personne réalisé avec des objectifs différents. Si on prend en haut à gauche 24 mm, on a un visage qui est déformé. Si on prend 300 mm en bas à droite, on a un visage qui ressemble déjà plus à la réalité. Alors, pourquoi est-ce que ça fait ça? Eh bien parce que la construction de l'objectif fait que ça se déforme, la façon dont sont montées les lentilles fait que ça se déforme, etc. Puis de toute façon, avec un ultra grand angle ou un 24 mm, si vous voulez photographier un paysage très grand, vous avez besoin de quelque chose de très large, ce qui explique que vous allez déformer. Si vous avez une GoPro, je pense que vous savez de quoi je parle, avec cette image qui est légèrement déformée, vous allez avoir ce rendu-là. Alors plus vous allez monter, plus vous allez avoir un plan rapproché.
En portrait, je vous recommande d'être entre 85 et 300 mm. Voilà. Le 85 f1.4 est une référence, le 70-200 est excellent pour les portraits, les photos réalisées ici ont été réalisées avec un 70-200, comme quoi, après, selon les préférences du photographe, le contexte, l'endroit où vous prenez les photos, etc., tout sera différent. Maintenant, on va passer à la retouche. La retouche qui est la petite bête noire des photographes. Alors, contrairement à ce que l'on croit, la retouche n'a pas été inventée par Photoshop. La retouche existe depuis que la photo est photo. À l'époque de l'argentique, même avant l'argentique, à l'époque de la chambre photo, où les photos étaient réalisées avec du collodion sur des plaques, les photographes grattaient les négatifs, grattaient les films pour avoir des peaux et des visages lisses. C'est-à-dire que la retouche existe depuis le début. Alors la retouche, je viens de vous citer Photoshop, qui est une référence plus ou moins bien acceptée à cause des nombreux scandales publicitaires. Si vous voulez faire ce qu'on appelle de la retouche numérique, des montages photos, Photoshop est très bon. Mais en montage photo pur, parce que moi je fais bien la différence entre une retouche photo et un montage photo, en montage photo vous avez Photoshop, vous avez GIMP et vous avez Pixelmator. Voilà. Le prix est différent pour chacun. Photoshop coûte extrêmement cher. J'ai plus le prix en tête, d'autant que là, avec l'offre de location, les prix ont baissé. GIMP qui est gratuit et Pixelmator qui vaut à peu près 30 €. Au final, ils feront plus ou moins la même chose. L'interface est plus ou moins la même, c'est juste la puissance du logiciel qui sera différente. Maintenant, en retouche photo, nous avons Lightroom et Capture One. Lightroom et Capture One sont deux références. Bien sûr, il en existe d'autres. Il en existera toujours d'autres qui sont faits par des développeurs tierces. Mais ces deux-là sont une référence. Capture One a d'ailleurs été développé entièrement par la société Phase One qui produit les boîtiers Phase One avec les dos numériques Phase One. Alors voici maintenant la différence entre ce que j'appelle un montage photo et une retouche photo. Cette photo-là a été traitée avec Photoshop. Donc une photo réalisée en studio à gauche a été retouchée et montée pour donner cet aspect-là à droite. Donc ça, c'est un montage. Maintenant, nous avons une retouche. Une photo prise à droite a été retouchée sous Lightroom pour ressembler à ce à quoi elle ressemble à gauche. Vous allez me dire, ben oui, mais avec Photoshop, je peux très bien faire ça. Effectivement, avec Photoshop, vous pouvez très bien retoucher une photo exactement comme ça. Avec Photoshop, vous pouvez réaliser ceci. Mais Lightroom aura cette... Comment dire ? En fait, c'est après selon la préférence. Il y a des photographes qui ne travailleront jamais avec Lightroom ou Capture One, ils travailleront toujours qu'avec Photoshop. Moi, je considère que Photoshop, c'est pour les graphistes et Lightroom, c'est pour la photo. Avec Lightroom, vous serez incapable, mais vraiment, hein, vous serez incapable de réaliser ceci. Pourquoi? Parce que Lightroom ne gère pas les calques, Lightroom ne gère pas les montages, Lightroom, c'est fait pour de la retouche photo. Lightroom, c'est ça, stop, c'est tout, point, on arrête là. Donc, il faut bien identifier et choisir votre logiciel. Si c'est de la photo, je le rappelle, Lightroom, 179 € ou Capture One, 79 €, je crois. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, nous passons au chapitre 7, je vous rassure, on est bientôt à la fin, l'importance des accessoires, parce que les accessoires sont extrêmement importants. Commençons par les cartes SD, il en existe de toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les capacités, toutes les vitesses, il en existe aussi de toutes les marques. Moi je peux vous recommander par exemple les Lexar Pro, qui sont très très bien, sauf si c'est pour un petit usage standard, que c'est pour des photos de famille, où vous n'êtes pas du tout professionnel, ou que vous n'avez pas envie de vous lancer sérieusement dans la photo. Ce qui va différencier de cartes SD, c'est pas leur taille, parce que c'est une taille unique, une taille universelle, c'est leur capacité de stockage en gigaoctets. Moi j'ai une carte de 64 Go dans mon appareil photo, parce que quand je pars en reportage, j'ai pas envie de me trimballer avec plein de cartes. Ça veut pas dire qu'elle est moins puissante qu'une carte de 4 Go, c'est comme un disque dur. C'est juste la contenance qui vous permettra de stocker plus ou moins de photos dessus. On a la vitesse. À droite, on voit que sur la Lexar Pro, c'est marqué 400x speed, c'est-à-dire que, c'est un indicateur de vitesse. Vous avez les 100, 200, 400, 600, etc., etc. Plus c'est gros, mieux c'est. Et nous avons également les classes. Classe 1, classe 2, classe 3, ça va jusqu'à 10. À peu près, hein. Je crois que ça va jusqu'à 10, ça va pas au-dessus. La classe 10 étant excellente et la classe 2, comme on a à gauche, est pourrie. Ça ne veut pas dire que c'est nul, ça veut dire que c'est juste moins bien qu'une classe 10. Nous avons également les cartes CF qui étaient utilisées dans les anciens boîtiers professionnels numériques. La différence entre une SD et une CF, je pense que là vous pouvez le voir, c'est leur taille. Alors autrefois les cartes CF, dans la mesure où il n'y avait que les boîtiers professionnels qui contenaient des cartes CF, on disait ah putain tu photographies qu'une carte CF, oh tu dois être trop un bon photographe. Pas du tout. C'est juste que avant, voilà, maintenant les cartes CF sont d'ailleurs de moins en moins vendues parce que les boîtiers professionnels intègrent des ports SD et les photographes préfèrent travailler avec du SD qu'avec du CF.
C'est pas vrai pour tous les photographes, c'est vrai pour une majorité de photographes, parce que c'est plus facile de perdre une carte SD qu'une carte safe. Nous avons également le trépied, pareil, toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les marques. Un bon trépied est important. Nous avons à gauche un trépied en aluminium, certes agréable car léger, transportable facilement, mais si vous servez pour faire du paysage ou des photos comme ça, attention, un coup de vent trop fort et votre appareil tombe par terre. Avec le trépied bien entendu, hein, il va pas juste décoller. Les trépieds ont d'ailleurs tous un pas de vis universel, tous les boîtiers ont le même pas de vis, toutes marques confondues, donc c'est assez pratique. À droite, nous avons un trépied Manfrotto, d'ailleurs c'est une marque que je recommande, leurs trépieds sont un peu lourds, mais au moins je veux dire, vous plantez dans le sol, vous êtes sûr que c'est pas un coup de vent qui va le faire tomber. Nous avons également le sac photo. Alors d'ailleurs pour le sac photo, faites très attention, ne prenez pas un sac qui fait trop photographe. Pourquoi? Parce que si vous baladez un festival, un concert, que vous baladez dans la rue, un sac photo, c'est pour un voleur, c'est un sac avec des néons qui brillent partout en disant photo, 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 et même s'il y connaît rien, il sait que ça coûte cher la photo. Donc si vous avez un sac qui ne ressemble pas à un sac photo, c'est pas plus mal, vous avez moins de chances de vous le faire tirer. Et il existe aussi plusieurs sortes de sacs photo. À gauche, on a le sac bandoulière, le sac banane, le sac ce que vous voulez, qui est rudimentaire, qui vous permet de mettre un petit appareil et un ou deux objectifs. Et à droite, le sac à dos, qui vous permet de mettre 1 à 2 boîtiers avec 5 ou 6 objectifs. En plus de souvent un rangement pour tablette ou ordinateur portable avec des sacoches partout, etc. Sur le modèle de droite, sur le gros sac à dos, il y a également des lanières sur le côté pour accrocher un trépied. Moi j'en ai un sac comme ça, c'est vrai que c'est très pratique, mais j'ai aussi un petit sac à côté pour ne pas m'encombrer quand j'ai envie de voyager léger. Pour le nettoyage matériel, alors bon, moi en 7 ans j'ai dû nettoyer 3 fois mon matériel je crois. Voilà, c'est parce que voilà, je n'ai pas besoin. Donc c'est un petit pinceau avec une petite pompe à air, vous pressez et puis ça fait de l'air et vous grattez, c'est tout. Très utile quand vous allez dehors, quand il y a un petit peu de sable ou des choses comme ça vous permet de souffler délicatement. Je vous déconseille de démonter votre appareil photo. Si vous avez un problème qu'il y a des taches, pardon, qu'il y a des taches quand vous prenez des photos, emmenez-le à un photographe, souvent des photographes qui ont des boutiques en ville. Eux, ils vont pouvoir regarder rapidement d'où vient le problème. C'est souvent bénin, hein, mais il faut un minimum de connaissances pour pas faire n'importe quoi. Nous avons également le flash, pas forcément utile, mais très appréciable, surtout pour les portraitistes, qui vous permet de déboucher les ombres, de faire des effets de photo, etc., etc. Pareil, toutes les marques, toutes les formes, toutes les couleurs. Certains, comme le SB700, sont des flashs très complets. Ils peuvent être déclenchés à distance par infrarouge. Ils se configurent automatiquement en fonction de votre appareil, des réglages que vous utilisez, etc., etc. Un bon flash, c'est 250 € à peu près. Mais je veux dire un très bon flash. Bien sûr, vous pouvez en avoir un moins cher. Moi, je n'utilise pas du tout celui-là. Moi, j'ai acheté un flash qui n'a même pas de marque, que j'ai acheté sur eBay en Chine à 45 € il y a 5 ans, et il fonctionne très bien. Le grip. Le grip, alors qu'est-ce que c'est un grip? C'est inutile, mais indispensable. En fait, tant que vous n'aurez pas eu un grip, vous direz « ça sert à rien !» Et une fois que vous en aurez eu un, vous en mettrez un sur tous vos appareils. Alors, les boîtiers professionnels ont un genre de grip d'intégrer, du moins ils ont la forme d'un grip d'intégrer sous l'appareil. Ils nous rajoutent un déclencheur secondaire, on le voit qui est tout en bas de l'appareil, tout en bas du grip, pardon. C'est-à-dire que quand vous faites pivoter votre appareil en mode portrait, plutôt que de vous casser le poignet en tordant votre bras pour prendre votre photo, vous mettez directement le doigt sur le déclencheur du grip et c'est plus pratique. Il vous permet aussi souvent de stocker 1 à 2 batteries supplémentaires. D'ailleurs, il se fixe facilement. Vous voyez le gros machin qui dépasse tel une cheminée. En fait, vous enlevez la batterie de votre appareil, vous mettez le grip à cet endroit-là, vous le vissez avec la vis universelle qui est au milieu du grip, et la batterie de votre appareil, vous la mettez dans le grip. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant le chapitre bonus, et c'est là que vous me faites un don généreux avec mon compte PayPal dans la description de la vidéo, où vous pourrez me faire un don pour que je puisse m'acheter du matériel. Nul doute que chacun des utilisateurs de YouTube me fera un don pour me remercier d'avoir réalisé cette vidéo. Mais comme j'y crois pas trop, je vous propose de passer directement au chapitre final de cette vidéo, ce qu'il faut retenir. Alors, je pourrais vous refaire un point sur tout complètement, mais ça serait pas intéressant et très long. Juste, si vous voulez un appareil photo, sachez que le réflexe, c'est la Rolls-Royce de l'appareil, enfin de la photographie, qu'un réflexe bas de gamme est mieux qu'un bridge, un hybride ou un compact. Toutefois, voilà, ça dépend, mais en règle générale, c'est comme ça. Ne négligez pas vos accessoires et ne négligez pas les objectifs. Prenez un sac, c'est pas quand votre appareil photo sera tombé
qu'il aura été volé, que vous auriez dû dire putain, j'aurais dû acheter un sac, j'aurais dû acheter ceci, j'aurais dû acheter cela. Essayez de tout vous prendre d'un coup, même si ça vous fait un coup, c'est pas grave, prenez-vous tout d'un coup. N'abusez pas des retouches photos, essayez de rester naturel, renseignez-vous, regardez sur internet, posez des questions à un photographe dans une boutique, il saura vous conseiller, surtout selon vos besoins. Maintenant, on va parler un petit peu du budget. Voilà, donc là, c'est extrêmement approximatif. Entre l'appareil, le trépied, la carte SD, l'objectif et le sac, moi, c'est quelque chose que j'identifierais comme quelque chose comme ça. C'est-à-dire que l'appareil va vous coûter à peu près 38% d'un budget. Admettons, hein, vous avez un budget, je dis une connerie, 650 €. Voilà, un budget d'environ 650 €, c'est si, selon moi, ce qui est le plus intéressant pour un coût total. L'appareil, 38% du prix. Le trépied. Pourquoi j'ai mis le trépied? Non, le trépied, pardon. Le trépied, il est en vert foncé, excusez-moi. J'ai confondu avec l'objectif. L'objectif ou les objectifs, 31% de votre coût total. Le trépied, 12%. Carte SD, 9%. Et sac, 11%. Bien sûr, ça va dépendre des modèles et des gammes que vous prendrez. Les objectifs, vous pouvez très bien en prendre deux. Souvent, les appareils sont vendus, notamment les bas de gamme, sont vendus avec un objectif, ce qu'on appelle standard. Par exemple, un 18-55, un 18-135. C'est de très bons objectifs pour commencer. Mais je vous recommande, en plus de celui-ci, de prendre un 35 mm ou un 50 mm. Une fois que vous l'auriez testé, vous comprendrez pourquoi. Et ensuite, 3h47, c'est le temps qu'il m'a fallu pour préparer les 89 ou 90 plans de cette vidéo. Alors je vous demanderai, hein, même si cette vidéo ne vous a pas plu, de respecter quand même, ou de donner votre avis constructif, pas l'avis « ah, c'est de la merde !» Juste dire voilà, merci, ou tu m'as aidé, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, moi je réponds toujours. Si je peux, c'est-à-dire si YouTube ne me bloque pas les réponses, parce que ça arrive régulièrement. Si vous avez une question, n'hésitez pas, vous me la posez, et je vous réponds. Et je vous renvoie une dernière fois vers mon site internet pour retrouver l'article texte de manière plus complète. Voilà, c'est terminé. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas regardé jusqu'au bout, je remonterai votre adresse IP pour vous retrouver. Et ça ira mal pour vous. Sinon, je vous invite à vous abonner, à regarder mes autres vidéos, à faire ce que vous voulez, à commenter, à partager, etc., etc. Voilà, allez, merci encore et salut tout le monde.